Bonjour à tous. Pardon d'arriver si tard, ça a été compliqué de passer, j'avais promis de le faire et je tenais à le faire. Vous êtes tous des acteurs du numérique, en particulier du commerce électronique. C'est un secteur qui a le vent en poupe et les études le montrent et nos convictions le confirment. C'est un secteur qui sera amené à se conforter comme étant incontournable dans le commerce, voire dominant à terme. Et donc, plusieurs d'entre vous avaient pris ce tournant, ce virage numérique tôt. Et si vous êtes dans cette salle, c'est qu'en tout cas, vous avez compris ce potentiel. Sachez que l'État soutient beaucoup le commerce électronique, essaie de favoriser un cadre réglementaire qui puisse permettre une croissance qui aille dans le même sens que celle des acteurs dits plus traditionnels, en les encourageant eux-mêmes à se digitaliser, à être très innovants dans leurs méthodes. Et finalement, le mariage gagnant, c'est certainement celui que vous avez décrit, qui est d'arriver à allier une tradition, que ce soit dans l'artisanat ou dans d'autres domaines, avec une approche très innovante et avec des outils et des services qui permettent de jouer pleinement son rôle sur la scène, dans le monde numérique. Alors, que fait en résumé le gouvernement pour le numérique? Hier matin, le président de la République exprimait ses vœux aux acteurs économiques. C'est la première fois qu'il y avait des start-up dans la salle. Il y avait plus de 80 jeunes entreprises innovantes. Je tiens à le souligner parce qu'il l'a souligné et ça montre quand même un changement de paradigme dans l'appréhension de ces questions. Il a été beaucoup question numérique dans son discours et là aussi, on sent bien que la perception par le politique de votre importance économique a beaucoup évolué, y compris ces derniers mois. Donc aujourd'hui, le numérique, il est dans tous les discours politiques du Premier ministre, du Président de la République, et il se concrétise par les projets d'action réels. D'ailleurs, moi, je m'occupe non pas uniquement de l'économie numérique, mais du numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est partout. Et oui, il faut accompagner les startups pour qu'elles croissent, qu'elles deviennent des scale-up, si possible, en France et en Europe, pour que ça soit ici qu'elles y créent de la croissance et des emplois. Mais il faut aussi accompagner la transformation numérique de l'ensemble du tissu économique et industriel. Ce qui nous amène à travailler avec les secteurs du transport, par exemple, de l'agriculture, du logement, de l'écologie, ce qui doit emporter aussi un changement culturel. D'où cette idée qui peut paraître un peu comme un gadget, mais je crois qu'elle ne l'est pas, qui est d'instaurer un jeu digital chaque mois dans les ministères. Ce sont des start-up très innovantes, le plus souvent numériques, qui viennent pitcher devant des ministres, devant des acheteurs publics de l'État et devant des investisseurs privés. Encore une fois, nous mettons l'accent sur les start-up parce qu'aujourd'hui, 8% des entreprises à plus forte croissance créent 60% de l'emploi. Ce sont des chiffres objectifs, mais aussi parce qu'elles peuvent emporter un mouvement de transformation de l'économie française par et grâce à l'innovation. Donc voilà le parti pris politique qui a été fait. Nous y mettons les moyens. Il y a l'ambition, il y a l'énergie et il y a les moyens. Les moyens, alors d'abord avec les tuyaux, les infrastructures, qui est peut-être une problématique que vous n'avez pas immédiatement à l'esprit, mais c'est vrai que pour faire ce que vous faites, il faut avoir de l'Internet en haut, voire en très haut débit. Donc nous avons mis en place des objectifs très ambitieux qui devraient donner plusieurs années d'avance à la France pour que notre pays soit prêt à l'heure du big data, à l'heure des objets connectés, à l'heure des flux vidéo massifs, avec un objectif qui est déploiement de l'Internet très haut débit pour couvrir l'ensemble du territoire à l'horizon 2022. Et l'air de rien, je crois que c'est le dossier qui m'occupe le plus. Et je perçois, quand je voyage à l'étranger, que oui, la machine roule, oui, on a créé une filière de la production, de l'installation de la fibre optique, en particulier dans les territoires. Et l'idée étant que le numérique, par définition, peut naître partout. Il suffit d'avoir une idée, un ordinateur, et que donc il peut être un outil aussi d'inclusion des territoires et d'inclusion des habitants. Voilà pour le plan France très haut débit.
La Banque publique d'investissement agit très activement dans le domaine du financement des entreprises, pas assez, nous dira-t-on, bien plus qu'ailleurs, c'est une réalité, avec un budget très conséquent, au total plus d'1 milliard d'euros consacré au soutien des entreprises, sans parler du CICE, qui entre en vigueur cette année, 20 milliards cette année de crédits d'impôt qui doivent permettre aux entreprises de retrouver des marges. On sait que c'est une question critique pour qu'elles soient compétitives. Et moi, je travaille beaucoup à essayer de diversifier la chaîne de financement des entreprises. On ne peut pas tout parier sur le financement public et sur la subvention. Il faut qu'il y ait un marché du capital risque qui soit beaucoup plus développé en France, en Europe. C'est une problématique commune à tous les pays européens. Idéalement, il faudrait que ce marché soit européen, parce que je ne sais pas si vous vous êtes heurté à cette difficulté. C'est vrai pour le financement, mais c'est vrai au point de vue commercial. Pourquoi les entreprises vont spontanément aux États-Unis? Une des raisons, c'est quand même qu'elles peuvent avoir accès à un marché tout de suite de 300 millions d'habitants. En Europe, eh bien, il faut se heurter à des barrières réglementaires, à des différences de législation nationale dans 28 pays différents. Donc lorsqu'un Blablacar réussit à être présent dans 13 pays, c'est un exploit. Et donc on travaille beaucoup aussi au niveau européen pour essayer d'harmoniser les règles et de faire comprendre que la priorité aujourd'hui, quand on parle de numérique, elle doit être essentiellement tournée vers les entreprises de ce secteur, pas uniquement le marché des télécommunications. Bien sûr que c'est important les télécommunications. On est assez content en Europe parce qu'en France, par exemple, je rentre des États-Unis, c'est 3 fois moins cher et c'est 3 fois plus rapide, les communications. Donc oui, ce marché, il assure à peu près des conditions de concurrence libre et égale en ce moment. Tout le focus doit être porté sur le potentiel de l'économie numérique et sur l'Europe, terre d'innovation, qui est à mon sens le seul salut possible de notre continent dans une économie ouverte et internationalisée. Vous jouez pour ça un rôle absolument essentiel. Je ne veux pas parler trop longtemps de ce que fait le gouvernement. J'en parle beaucoup, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sachez que ce qu'on fait, c'est en lien direct, en tout cas je l'espère, avec les besoins exprimés par les entreprises et par nos concitoyens. Je fais énormément de déplacements dans les territoires, au moins 1 par semaine, à l'étranger, sans compter l'Europe, au moins 1 par mois. Et tous les jours, je vais à la rencontre des entreprises pour mieux appréhender leurs besoins et essayer d'adapter le cadre français au déploiement de leurs activités. Alors c'est compliqué en France, c'est compliqué à mon ministère, 140 000 personnes, parfois je dois m'échapper. Ce matin j'ai tout fait pour ne pas être géolocalisée, pour réussir à avoir une part de spontanéité qui est absolument essentielle lorsque on se lance dans l'entreprise entrepreneuriale, dans l'aventure entrepreneuriale, qu'il est aussi lorsqu'on fait de la politique, je crois. Vous l'avez dit, votre expérience client, elle est basée sur aussi l'humain, avec beaucoup de professionnalisme, mais sur un génie créatif et sur l'humain. Je crois qu'on a ça en France. C'est pas de la flagornerie, c'est pas se flatter. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup observé. En France, on a une espèce de rationalisme à la française, peut-être hérité des Lumières, qui fait qu'on a les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleurs statisticiens du monde. Puis en même temps, c'est le pays qui a construit la Tour Eiffel. Et donc qui arrive à faire cet alliage de l'excellence dans l'ingénierie et du génie créatif. Donc les atouts, ils sont là. Les moyens, ils sont de plus en plus là. Les ambitions, elles sont clairement là. Donc moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est un message d'optimisme. Si vous saviez, comme j'en ai ras-le-bol du déclinisme, des yaka faucons, des c'est pire chez nous, je l'entends beaucoup, et donc tous les jours, il faut se convaincre, et c'est vraiment grâce à vous, l'énergie que je peux avoir, je la prends des acteurs économiques que je rencontre, parce qu'ils ont fait le choix de développer leur projet ici, de travailler ici, de parier sur l'économie française. Et donc, avec moi, avec le gouvernement, je pense que nous pouvons
totalement faire de notre France un grand pays leader de l'innovation dans le monde. Bonne continuation à tous et vous savez que je suis à votre disposition. Merci. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Diana. Merci d'être venue, de partager avec nous toutes et tous ici votre belle énergie. On a très envie d'y croire et de partager votre enthousiasme. Vous avez parlé de l'innovation, de France, terre, d'idées, et l'Europe dans tout ça. Comment peut-on y aller ensemble, main dans la main, car nous savons tous que nos entreprises, aussi innovantes soient-elles, elles ne peuvent pas en fait concurrencer avec des mastodontes, avec des fonds de pension, avec des moyens de financement. Donc ma question est de savoir, y a-t-il une volonté, un enthousiasme européen commun qui pourra un jour, j'espère prochainement, nous porter tous et permettre à nos entreprises, à nos hommes et femmes qui innovent sans cesse, jour et nuit, on le disait avec mon camarade ici, de pouvoir un jour arriver à se projeter et de toucher ces belles idées, non seulement en France, à Paris, en Europe, mais partout. Puisque je pense que les idées françaises, elles ne sont pas purement françaises, elles sont universelles. Merci. L'urgence de l'Europe, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Nous sommes mardi, c'était dimanche à Munich, au DLD, le Digital Life Design, qui est une conférence internationale qui réunit beaucoup de décideurs. Et c'est la première fois que dans cette conférence, il y avait 2 responsables politiques et 2 membres de gouvernement qui venaient pour discuter des initiatives prises dans leur pays en faveur de l'économie numérique, mais aussi de ce qui pouvait être fait au niveau européen. J'étais avec le Britannique, avec mon homologue Ed Weiss, et je n'ai pas pu m'empêcher de les égratigner un petit peu, parce que dans la volonté politique d'avancer ensemble en Europe, la France est absolument moteur. Les avancées récentes qui permettent de penser que l'Europe peut être un projet tangible pour nos concitoyens, elles ont été portées par le gouvernement français. Le plan Juncker, c'est une demande qui est inlassablement présentée par le gouvernement et le président de la République à nos homologues depuis 2 ans. Dans mon secteur, 28 pays, 28 langues, 28 législations différentes. J'ai réalisé, mais une fois mon entrée au gouvernement, la complexité de l'Europe. Juste un Conseil européen des télécommunications permet de réaliser à quel point c'est difficile de construire l'Europe. C'est peut-être parce que c'est difficile que c'est une ambition qui dépasse tout ce qu'on doit porter collectivement et qui est finalement la plus belle. Mais je crois qu'il faut commencer de manière très pragmatique et peut-être plus modeste. C'est ce que j'essaie de faire avec les Allemands, parce que je crois que déjà pour nos entreprises, si elles peuvent accéder au marché allemand et vice-versa, ça permet de donner un effet d'échelle et de tester un marché extra-français de manière plus facile. Et donc on travaille sur des secteurs stratégiques identifiés comme le cloud. Le cloud, comment avoir un label qui soit identifiable, reconnu par les 2 pays. C'est une demande forte des entreprises. Et pour ça, il faut faire de la standardisation technique. Il faut faire de l'harmonisation des normes applicables dans chaque pays. On y travaille. Et j'étais la semaine dernière avec mon homologue allemande, la ministre de l'économie, sur ces sujets, pour encore une fois rappeler aux administrations et rappeler aux fédérations professionnelles à quel point il est important d'avancer et d'essayer d'avancer vite. Le cloud, ça vous intéresse? Je crois que parmi les 5 géants providers, fournisseurs de services de cloud dans le monde, il y a 4 Américains.
il y a un Français qui gagne des parts de marché. Et donc ça, c'en est un exemple. Les objets connectés, je dis souvent qu'on a raté la décennie des OTT, des over-the-top, des grandes plateformes numériques, et vous travaillez sans doute avec elles, ou en tout cas, vous les avez dans votre champ de vision. C'est incontournable. Elles sont aujourd'hui incontournables. Leur valeur repose totalement sur la donnée qui est captée. En revanche, il ne faut pas rater la décennie des objets connectés, qui, je crois, vont véritablement révolutionner la maison, la vie quotidienne, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Il se trouve qu'en ce domaine, on a des acteurs économiques performants. Donc on a identifié d'un point de vue stratégique la cybersécurité aussi, qui est aujourd'hui une demande très forte de la part des entreprises et qui peut faire qu'en Europe, nous sommes plus attractifs qu'ailleurs. Donc il faut une vision stratégique industrielle. Il faut se battre au niveau international pour s'assurer que la loi applicable, c'est la loi européenne, notamment en matière de données personnelles. Et donc tout ça, ce sont des négociations qui ont lieu à Bruxelles, dans lesquelles la France est toujours très impliquée, très attendue. J'ai été surprise aussi de voir à quel point la France est écoutée. Et donc il faut absolument prendre le lead dans le domaine de l'économie numérique. C'est ce que vraiment j'essaie de faire au quotidien. Vous voyez, jeudi, je serai à Bruxelles pour voir le commissaire Oettinger et pour, encore une fois, défendre ces sujets, mais essayer de les faire avancer de manière très pragmatique, très concrète, parce que le dogmatisme n'aide pas et peut nuire en ce domaine. Donc, voilà, l'Europe, une urgence, un idéal et une méthode qui est celle d'identifier les sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. D'autres questions? Moi, j'avais juste une question peut-être plus personnelle, Delphine Rémy-Boutan. Vous êtes une femme digitale qui, moi en tout cas, m'impressionne. Vous avez une utilisation des réseaux sociaux assez forte et importante. Et peut-être qu'on s'en parlera d'ailleurs à la journée de la femme digitale avec Catherine. Mais la question, c'est comment est-ce que vous faites, parce que je trouve que c'est quand même un rôle modèle de prise de parole au quotidien, d'être proche des citoyens et de vraiment parler comme vous le faites sur Twitter en particulier. Et comment vous intégrez ça dans votre quotidien et comment vous le gérez et pourquoi c'est important aujourd'hui de prendre la parole sur ces réseaux-là? Alors au départ, moi je ne suis pas une digital born. Nos enfants, digital native, nos enfants le sont. Je pense que notre génération, on est un peu des intermédiaires. Donc je considère que, en tout cas, j'essaie d'assumer ce rôle d'intermédiation. Et donc ça veut dire aussi pouvoir s'adresser aux jeunes. Et pour moi, c'est politiquement absolument essentiel parce que le décalage entre le monde politique et la jeunesse française est grand parce qu'ils vivent leur vie, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'on vit la nôtre en essayant de répondre à des enjeux politiques au sujet desquels ils ne se sentent pas concernés. Donc, voilà, moi déjà j'ai toujours cette idée à l'esprit qui est de, c'est pas pour sombrer dans le jeunisme, hein, mais qui est d'essayer de parler à tout le monde. Après, pourquoi faire cet usage des réseaux sociaux? En fait, c'est né de l'époque où j'étais candidate à l'élection législative et j'ai été candidate à l'étranger dans une circonscription qui est l'Europe du Nord, qui fait 21 millions de kilomètres carrés. Et il fallait que j'aille chercher 130 000 électeurs répartis dans 10 pays, allant de l'Irlande en passant par le Groenland et la Lituanie. Donc, un peu comme vous, lorsque vous dites dans la sphère virtuelle, je fais du commerce électronique, comment je vais aller chercher mes clients? Moi, je me suis posé la question, comment je vais aller chercher mes électeurs? Et les réseaux sociaux sont bien sûr incontournables en ce domaine. Alors après, j'ai beaucoup étudié aussi la manière dont le Parti démocrate aux États-Unis, par exemple, avait fait... pas du data mining, parce que c'était très artisanal ce que je faisais, mais avait fait c'était pas du profiling non plus, je vous rassure, mais essayer de cibler plus
les administrés, les électeurs susceptibles d'être intéressés, donc de concentrer des actions de campagne. Enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était rigolo parce que politiquement, j'avais adopté des réflexes et des outils qui sont finalement assez proches de ceux des entrepreneurs. Donc voilà ce qui explique peut-être. Et puis après, on y prend goût. Et après, une fois qu'on exerce des fonctions publiques, la difficulté est de garder la spontanéité des réseaux sociaux, d'essayer de garder le caractère décalé, souvent drôle, sans langue de bois des réseaux sociaux, avec une parole publique qui est officielle. Et il faut sans arrêt mesurer au millimètre près ce que l'on dit, parce qu'on sait, non pas parce qu'on ne veut pas l'assumer, mais on sait que ça peut être déformé, réutilisé, que les médias cherchent la petite phrase et que les réseaux sociaux sont faits de petites phrases. Donc c'est au quotidien exaltant et fatigant. Donc c'est vrai que c'est un parti pris. Et l'enjeu, c'est vraiment de réussir à conserver une franchise et une spontanéité, parce que c'est pas facile, parce qu'on se fait très franchement, facilement ciblé d'abord, y compris par des gens pas toujours bien intentionnés, et puis facilement démonté. Et ça a beau être du virtuel, on a beau se dire ça n'a rien de personnel, c'est pas évident. Donc tous les jours il faut se concentrer sur ces sujets et puis réussir à sa manière à dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, enfin voilà, je sais pas, c'est pas très théorisé ce que je vous raconte. Merci.